T'as vu? Je t'ai pas mis de pub. Alors, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à faire un tour sur mon Utip. Salut à tous, c'est le Husk. Ceci est la deuxième partie de l'épisode qui parle du festival de surdouessance et des idées qu'il véhicule. Si t'as déjà vu la première partie, merci d'être à nouveau présent. Et si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir en passant par là. J'y parle hypersensibilité et neurofeedback. Pour faire un tout petit récap, j'ai pu me rendre donc dans un festival parlant des surdoués et des hypersensibles, et j'aimerais définir si ce colloque est plus prompt à la science, aux rencontres ou au bien-être. Jusqu'ici, les professionnels ne m'ont pas encore convaincu du côté scientifique du colloque. Bon, maintenant que tout le monde est prêt, c'est bon, on y retourne. Alors, je vais déroger à ma règle de ne parler que des propos et pas des personnes, puisque ce jour-là, quelqu'un m'a quand même particulièrement touchée. Parmi les invités, il y avait Carole Pirotte, qui tient la chaîne YouTube Les Supersensibles. J'ai pas du tout encore étudié sa chaîne et ses vidéos, donc je vais rien en dire. Je trouvais important de saluer cette jeune femme pleine de charisme, de gentillesse, qui m'a, je l'avoue, pas mal émue ce jour-là. Elle n'a pas tenu un discours scientifique ou parlé de choses qu'elle affirme, elle a juste témoigné de son parcours, nous a donné la parole sur certains sujets, a cherché à connaître un petit peu plus les gens présents. En fait, et surtout, elle a eu un discours extrêmement humain, chaleureux et encourageant pour avancer dans la vie. Et tout ça avec beaucoup d'humilité. Voilà, j'avais envie de parler de ça parce que ça m'a quand même marqué ce jour-là et ça fait aussi partie du colloque. Mais retournons à ce qui nous intéresse, les recherches scientifiques. Alors en fait, je vais pas vraiment parler ou détailler le fonctionnement des fleurs de bac ici. Le seul point que je vais soulever, c'est qu'on met en avant une méthode qui n'a pas du tout fait ses preuves scientifiques et qu'on nous l'a vendue comme pouvant soigner ou améliorer beaucoup de troubles liés au HPI. Oula, tu m'as l'air tendu. Tu vas prendre de l'arnica, ça te fera du bien. Non merci. Je suis au régime sans sucre en ce moment. Mais si tu nous parles pas des fleurs de bac, tu vas nous parler de quoi ? Eh bien, pour amener au sujet des fleurs de bac, la conférencière s'est d'abord basée sur une dénomination récente de surdoué. Nouvelle dénomination, haut potentiel complexe ou laminaire. Cette idée de laminaire et complexe a quelques années et vient de la psychologue et chercheure en neurosciences Fanny Nussbaum. Ces deux profils ont été observés cliniquement et se différencieraient par leur comportement. Le HP complexe est le surdoué. Celui qui est en souffrance, mal adapté à la vie, en décalage. Le haut potentiel complexe est très intelligent, a un haut QI, normalement au-dessus de 130 de QI, mais avec une hypersensibilité et une hyperémotivité. Arrêtons-nous là dans un premier temps. Si je relis cette phrase, voici ce que moi je retiens. HP complexe égale en souffrance égale le vrai surdoué. Continuons. Le HP laminaire, c'est quelqu'un qui va avoir un QI élevé mais dont l'émotionnel est comme celui de tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui sera totalement adapté aux études, à la société. Les deux ne fonctionnent pas du tout de la même manière émotionnellement parlant. Reprenons cette phrase-ci. HP laminaire égale pas en souffrance, égale QI élevé mais on sait pas combien. Et en opposition à l'autre phrase, ce serait pas vraiment un surdoué. Rappelle-nous juste, c'est quoi un vrai surdoué pour toi? Alors, j'appellerais pas ça un vrai surdoué. Mais pour moi, un surdoué, c'est quelqu'un dont le test psychométrique, test plus anamnèse, a pu mettre en avant une différence significative de cognition par rapport à une norme. Moi, je comprends pas pourquoi t'accordes autant d'importance à ces tests. Parce que sans ça, on n'est que face à l'interprétation seule du psy. Et aussi pro qu'il puisse être, personne n'est exempt de biais et de subjectivité. Déjà qu'avec le test, c'est clairement pas parfait, mais alors sans, mais test de QI, IRM, EEG, moi je m'en fous, du moment que c'est fiable. Comme j'avais déjà entendu parler des complexes et des laminaires, à un moment j'ai fait remarquer que les deux étaient surdoués, en tout cas théoriquement. On m'a alors renvoyé vers les études du centre PsyREN, pour Psychologie, Recherche et Neurosciences, à Lyon, un centre qui se spécialise notamment dans les recherches autour des surdoués. L'étude est la suivante. Différence hémisphérique dans la microstructure de la matière blanche entre deux profils d'enfants ayant un quotient intellectuel élevé versus groupe témoin. Une étude de statistiques spatiales sur les parcelles de terrain. Oh shit! Une étude! Cette étude date de 2017 et elle a été faite sous la direction entre autres du docteur Olivier Revol,
de Fanny Nussbaum et de Dominique Sapé-Marinier. Le but est de voir s'il y a une corrélation entre un profil psychocomportemental, les surdoués mal dans leur peau par exemple, et l'activité cérébrale, notamment de la matière blanche entre les deux hémisphères. Pour en savoir plus sur le concept de laminaire et complexe, je suis allée jeter un œil sur le site de Psyrène. Sur une page consacrée au sujet, on peut lire HQI complexe, généralement une plus forte hétérogénéité des résultats aux échelles de Wechsler. HQI laminaire, généralement des résultats assez homogènes aux échelles de Wechsler. Ok, définissons un peu plus le concept d'hétérogénéité et d'homogénéité aux résultats du test de Wechsler. L'hétérogénéité des scores apparaît quand les notes sont vraiment trop disparates par rapport à la moyenne des performances de la personne. Le QI total, même s'il reste calculable, n'est pas du tout un bon résumé des composantes évaluées. L'homogénéité, c'est l'inverse. C'est quand les scores sont relativement proches et que donc on peut en sortir un QIT interprétable. Je reprends. Laminaire égale score homogène, complexe égale score hétérogène. C'est bon? Jusque-là, vous suivez. Pour en revenir à l'étude. Dès l'intro, l'étude nous informe que 3 groupes ont été formés. Le groupe témoin des enfants avec un QIT dans la norme et des enfants HQI divisés en groupes HQI homogènes et HQI hétérogènes. Ici, des notes de 15 points d'écart. J'arrive pas trop à voir où tu vas en venir. Attends, j'ai pas fini. Tu te souviens quand on nous disait que les HQI complexes, ceux aux résultats hétérogènes donc, avaient normalement un QI au-dessus de 130 ? Ouais. Eh ben, dans cette étude, en tout cas, le groupe hétérogène a un QIT moyen à 129,4 et le groupe homogène a un QIT moyen à 139,9, plus ou moins quelques points. Donc, l'argument premier, indiquant que les HPI complexes sont les vrais surdoués avec un QI au-dessus de 130, n'est ici, en tout cas, pas valable. Je trouve quand même que tu pinailles, elle a surtout parlé de la différence dans la gestion des émotions. Certes, mais ça, c'est la deuxième partie du discours. Je voulais surtout que ce soit clair et sans confusion pour la première. Du coup, que dit l'étude par rapport aux émotions ? D'une part, le profil HQI homogène présente généralement un comportement assez bien contrôlé et un curriculum réussi. D'autre part, le profil hétérogène du HQI peut montrer une inadaptation émotionnelle et sociale ainsi que des troubles d'apprentissage. Bah, du coup, ça concorde. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est vrai que cette étude met en avant une différence émotionnelle. Enfin, je crois. La phrase dite un tout petit peu plus haut est en fait dans l'introduction et elle concerne l'aspect clinique, observationnel donc, des enfants étudiés. Les résultats de l'étude, eux, donnent ceci. Attention, ça va être un peu lourd à digérer pour les moins avertis. Dans le groupe HQI hétérogène, la diffusivité axiale n'augmente significativement que dans le fascicule uncinate gauche, tandis que dans le groupe HQI homogène, elle augmente également dans le fascicule uncinate droit, qui est impliqué dans le traitement des émotions et de la mémoire. Ouh là là, tu sais que là, on frôle les limites de nos connaissances en termes de lecture scientifique quand même. Ouais. Donc j'informe que l'interprétation que je fais de cette phrase est entre guillemets. Et si certains ont mieux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Au pire, je ferai un erratum. Donc ici, pour moi, les HQI des groupes homogènes auraient donc une meilleure capacité à gérer leurs émotions. Pour revenir à la conférence, il y a quand même des trucs où elle dit pas la même chose que l'étude. Pourquoi ? Bah, qu'est-ce qu'elle dit sur le fonctionnement des hémisphères après ? Le HP complexe va travailler essentiellement avec le cerveau droit. Ben, c'est pas ce que dit l'étude. La conclusion de l'étude nous dit ça. Les régions de plus grande diffusivité axiale étaient plus distribuées dans l'hémisphère droit des enfants HQI ayant un QI homogène et dans l'hémisphère gauche des enfants HQI ayant un QI hétérogène. Si je traduis et raccourcis, ça nous donne les surdoués complexes utilisent plus leur hémisphère gauche. Je suis pas vraiment sûre qu'elle ait lu l'étude. Globalement, tout le monde peut croire ce qu'il veut. Ce que j'essaye d'amener ici, c'est est-ce que ce qu'on nous dit est scientifiquement valable ? Oui, mais les études scientifiques, c'est quand même quelque chose de concret. C'est plutôt une preuve qu'on peut prendre les propos au sérieux, non ? Mais c'est une très bonne réflexion. La présence d'études pour étayer des faits est en général plutôt rassurant. Mais ce n'est pas 100% garant de la réalité, ni même des qualités d'idées. Ici, nous rencontrons 2 petits soucis. L'étude, bien que très intéressante et prometteuse, est la première et la seule dans son genre actuellement. Nous n'en sommes donc qu'au début de ces recherches. Et comme dit Pauline du blog Over the 130 que je ne présente plus, pour considérer les résultats de leur étude comme valables pour définir le HPI, il faudra attendre d'abord que les résultats soient répliqués sur la même population, des enfants d'un certain âge issus de consultations psy et HPI. Puis,
que ces mêmes résultats soient retrouvés chez les autres individus de la population HPI, non issus de consultations hospitalières et de tous âges. En attendant tout cela, on ne peut pas généraliser leurs résultats. L'étude indique aussi contenir un biais d'échantillonnage. Cette étude peut souffrir du nombre relativement faible d'enfants dans chaque groupe. Cela est principalement lié à la population d'enfants ciblés qui est difficile à recruter. Cette étude est donc un début de réflexion. Un début prometteur certes, mais absolument pas quelque chose de sûr pour l'instant. On ne devrait pas s'arrêter dessus pour émettre des généralités sûres et certaines. Le temps et les futures recherches nous permettront d'en savoir plus. Pas mal. Pourquoi tu ris? Sur le site de Psyrenne, je viens d'apprendre que Astérix, Tintin et Mickey Mouse c'était plutôt des HPI laminaires, alors que Aladdin, le Petit Prince et Dark Vador seraient plutôt des HPI complexes. C'est trop cool! Sans remettre en doute l'étude, c'est quand même le genre d'affirmation qui me donne des doutes sur la personne qui a écrit ça. Quand j'ai écrit au centre pour leur demander comment ils avaient pu calculer tout ça, on m'a indiqué que Madame Nussbaum n'était pas joignable et que je devrais passer par leur livre « Les philo-cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement ». J'ai pas eu le temps, donc j'ai pas encore lu ce livre. Mais le jour où j'ai la réponse à comment on a calculé le QI Mickey, vous serez les premiers au courant. Bon, franchement, je vous ai sorti que quelques phrases et voyez le temps que ça m'a pris en explication. Dites-vous que je vous épargne les autres dizaines d'infos à 2 balles qu'on nous a sorties. Ensuite, on a eu le droit du coup à une description de chaque élixir floral de Bach en accord avec les problèmes que peuvent soi-disant rencontrer les surdoués. Ils peuvent rencontrer tout le monde d'ailleurs. Mais comme j'ai dit au début, je me lancerai pas dans la critique des fleurs de Bach. D'autres le font bien mieux que moi. Mais je vais vous livrer juste mon ressenti personnel rapide et on passe à la conclusion de cette journée. Ça m'a fait flipper, genre vraiment. Après tout ça, il y avait encore une autre conférence dont je ne parlerai pas, des scènes artistiques et ce genre de choses. Donc j'ai bien conscience que je n'ai pu jauger qu'une partie des propos du week-end. Mais malgré ça, qu'est-ce que nous sommes en droit de penser de ce colloque? C'est un endroit parfait pour discuter, se retrouver, partager des choses qui nous touchent avec des gens qui nous comprennent. C'est un endroit parfait aussi pour les différents témoignages qui ont sûrement donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir à certains. Que les gens qui étaient là avaient tous de très bonnes raisons et cherchaient sûrement des réponses ou du soutien. Mais ça n'a malheureusement pas été ce jour-là l'endroit parfait pour la science. Beaucoup d'imprécisions, de mélanges de concepts, d'erreurs même. Peu de sources ou de faits avérés et sortis d'ailleurs que des livres de JSF. Et quand on nous a parlé d'études, elles étaient soit totalement biaisées par un conflit d'intérêts ou par un manque de rigueur scientifique, soit pas assez répliquées pour être validées objectivement. Depuis que je tiens cette chaîne et que j'ai découvert la zététique, la méthodologie scientifique, la façon de vérifier une hypothèse, j'ai tellement pu voir se déconstruire un tas d'histoires que je me faisais. Quand j'étais petite, j'étais fan de magie. J'étais ébahie par ce qu'ils parvenaient à faire avec des trucs invisibles à mes yeux. Mais c'est pas parce que je connais pas le truc que ce que je vois est réel. Ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui, c'est ce même rapport. On peut voir et entendre, même vivre, des choses qui nous transcendent, qui nous touchent, qui nous paraissent plus vraies que nature, sans qu'elles ne soient vraiment ce qu'elles prétendent. Et même si aujourd'hui je choisis de ne pas connaître tous les trucs des magiciens, car je veux qu'ils continuent de me faire rêver, je fais aussi le choix, dans ma vie, mais surtout sur cette chaîne, de ne pas accorder trop de crédit aux propos fallacieux, trop vendeurs, parfois sectaires, tant qu'on ne peut pas me démontrer que j'ai quand même de bonnes raisons de le faire. Je sais que je serai sûrement moins connue que certains qui vendent des livres à tour de bras en racontant absolument n'importe quoi, sûrement sans le savoir d'ailleurs. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre et que le chemin sera bien plus difficile en étant sceptique et en cherchant à prouver un minimum les choses. Je sais que je me planterai. Parfois. Je sais aussi que vous serez là pour me permettre d'apprendre de mes erreurs et ça c'est vraiment cool. J'ai commencé cette chaîne en voulant aller contre le cliché des surdoués génies hyper doués en tout. Et ben en fait je vais aussi me battre contre le cliché inverse du surdoué malheureux et voué à un destin tragique. Parce que être différent ou en décalage n'est pas une fatalité. Et que vous avez le droit d'être malheureux. Mais c'est pas une raison pour transformer la vérité actuelle des choses en une généralité tragique. Tu penses trop est une chaîne qui vise à aller plus loin que la pensée commune autour des surdoués. On va donc continuer de donner des coups de pied aux préjugés de toutes sortes. Mais on va s'efforcer de faire ça grâce à 2 méthodes. La méthode scientifique et la méthode zététique. Attention, cela ne veut pas dire que je ne vais croire que les scientifiques ou les grands noms.
car certains peuvent aussi faire de grossières erreurs ou être dominés par une envie de reconnaissance qui leur ferait tirer des conclusions pas très sérieuses à leur recherche. Mais j'espère en tout cas que vous serez nombreux à soutenir ces idées et à me suivre. Et pour vous aider à le faire, je vais vous parler aujourd'hui de PubMed. PubMed est un site regroupant une multitude de titres d'articles scientifiques. Il est principalement anglophone, alors n'hésitez pas à vous munir d'un traducteur. PubMed est mis à jour par des humains et non par des robots comme avec Google. Ceux-là utilisent des termes médicaux très précis qui, une fois que vous les maîtrisez, vous permettent de trouver de manière efficace ce qui vous intéresse. Parfois, vous aurez accès aux articles gratuits, parfois ils seront payants. Mais au moins, vous aurez un résumé très rapide de l'article, ainsi que les termes vous permettant d'aiguiller vos futures recherches. PubMed est un outil plus compliqué mais aussi plus spécifique que Google, et devrait vous aider dans votre quête de recherche. Ma prochaine vidéo sera en parallèle, et je vous présenterai comment j'ai grandi avec des idées pas du tout scientifiques, comment j'ai découvert la science il y a quelques années seulement, et où tout passait par l'ésotérisme. J'aimerais vous parler de la transition entre les deux et quel est mon point de vue aujourd'hui à propos de ça. Donc soyez présents et en attendant, je vous fais de gros bisous et ciao bye. Clap. Je parlerai avec vous en Mon frigo fait du bruit. Tant qu'on table fait trop chaud et j'ai trop soif. Et le groupe homogène a un QIT moyen de 139, blabla. Ceci est une fin de tournage, messieurs dames.